Bonjour. On va peut-être commencer. On est tellement nombreux. J'y vais. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Chabrol. Je suis responsable du service digital au Musée d'art contemporain de Sydney, en Australie. Et on va vous parler avec Cyprien, qui va se présenter, de la plateforme MCA.art qu'on a créée au musée il y a 2 ans et demi. Et un petit peu tout le parcours qui a été fait autour de cette plateforme, et aussi le contexte de cette plateforme au sein du musée et au sein de l'Australie. Oui, merci Jean-Pierre. Cyprien Mélian, CEO de Livedeo. Donc nous sommes avec le MCA Australie dans une forme de partenariat autour de la création de cette plateforme MCA.art. Et en effet, nous allons avoir le plaisir de partager avec vous quelques étapes, quelques éléments qui nous ont permis en effet de conduire tout un travail en commun entre les équipes du MCA et les équipes Livedeo pour la mise en œuvre de cette plateforme et qui s'est soldée avec de magnifiques résultats et récompenses par ailleurs. Donc je laisserai en parler Jean-Pierre, bien sûr. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est vous faire un petit peu un contexte du musée, parce qu'on est dans un cadre complètement différent de la France. Donc, c'est un musée qui a fêté ses 30 ans maintenant. Donc, c'est de l'art contemporain australien, avec à peu près 8 expositions temporaires par an, et puis une collection permanente. Le contexte de l'Australie, c'est un contexte un peu qui paraît simple d'ici, mais qui était assez compliqué. C'est un contexte de 200 langues aborigènes qui deviennent de plus en plus présentes et qui deviennent aussi importants, surtout dans l'art contemporain, pour les protocoles et pour ce qu'on fait. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on fait une exposition, il y a tout un protocole de ce qu'on appelle l'acknowledgement des gens qui habitent l'endroit, etc. Le contexte du musée avant Covid, c'était 1 million de visiteurs. Surtout, en fait, la partie intéressante, je dirais, c'est le funding. C'est un musée qui est privé. Donc, c'est-à-dire qu'on a 25% de notre income qui vient de l'État. Le reste, il faut aller le chercher. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une équipe de sponsoring, de mécènes assez importante. Et puis aussi une réactivité, une flexibilité dans la voie, une flexibilité sur le contenu, avec des programmes. Le contexte du musée, c'est, pour ceux qui connaissent Sydney, c'est devant l'opéra, donc c'est quand même l'endroit le plus touristique et le plus visité. C'est pour ça qu'on a 1 million de visiteurs avant Covid. On a une période de Covid qui a été très, très difficile en Australie, puisqu'il y avait une stratégie du zéro Covid. Donc l'Australie avait fermé ses frontières, in and out. Donc c'est pour ça que je suis là, et je suis content. Donc, je vais vous faire juste un petit peu de survol de ce que c'est que le musée, le contexte de la plateforme. Enfin, je pense que c'est très important. Et puis, la plateforme elle-même. Et puis après, on partira sur des questions-réponses si vous en avez. Et merci d'être venus si nombreux. Donc, un gros point de la mission du musée, c'est toute la partie accès, diversité, inclusion. Donc là, c'est des slides en anglais, je suis désolé, mais avec comme tous les musées d'art contemporain, tous les musées au monde, on est en évolution dans toutes nos missions et elles évoluent aussi avec la société. Pourquoi je mets ces slides? C'est surtout penser à l'accès et toute la partie, ce qu'on appelle AUSLAN, c'est le Sign Language, Australian Sign Language, et l'inclusion et toute la partie access qu'on a mis dans la plateforme. Donc, quand on avait l'idée de créer une nouvelle plateforme, et en fait, l'idée, c'était de remplacer l'application qu'on avait, l'app, par quelque chose qui était beaucoup plus simple, avec une mission unique, qui était la représentation des œuvres dans le bâtiment, à un moment T. On a énormément de programmes pour les jeunes, énormément de programmes pour l'accès, et puis beaucoup de programmes autour de l'audiodescription, l'autisme. On a tout un programme de commission, ce qu'on appelle Bellaroom, qui est avec des commissions d'artistes sur l'accessibilité et sur la disability. Et puis il y a aussi des programmes sur d'autres points. Là, vous avez quelques exemples. Au SLAN, et puis en bas, un projet de drawing workshop
pour un programme qui s'appelle Art is for Everyone. Je ne vais pas aller, si vous avez des questions, je pourrais revenir dessus, mais ce n'est pas tellement le point de ce talk. Un des points importants, c'est que mon équipe, donc moi je suis en charge de toute la partie digitale, donc c'est une équipe de 6 personnes. On est sous la tutelle du curatorial, c'est-à-dire qu'on fait partie de la partie conservation en français. Donc c'est-à-dire qu'on a une dynamique et une approche qui est très proche des artistes et des œuvres d'art, en sachant que mes clients, en quelque sorte internes, sont tous les départements. Donc un département qu'on appelle Audience and Engagement, qui reprend marketing, communication, public programme, éducation, et puis tous les autres programmes, et dont le fameux département qui cherche des sous, en gros, qui s'appelle Development and Enterprise, D&E, et qui est une équipe assez importante, qui va à la rencontre des mécènes, à la rencontre des supporters, des ambassadeurs, etc., pour créer du programme, pour les inclure dans toute une philosophie du musée. Le MCA, lui, a tout un programme autour d'une collection. Donc, c'est une collection d'œuvres australiennes, à peu près 4000, 5000 œuvres maintenant. Et puis, des programmes aussi d'expositions qui tournent dans l'Australie. Et aussi des commissions. Pourquoi je mets ça en lumière? C'est il fallait quelque part qu'on puisse servir ces expositions, ces programmes, de façon agile. D'où l'idée est arrivée de faire une plateforme qui correspond à une exposition précise que je vais pouvoir discuter. Donc c'était la plateforme qui est devenue, à un moment donné, on ne savait pas trop le nom d'ailleurs, comment l'appeler au départ, et est venue une certaine logique, une logique marketing qui était de la simplifier avec MCA.art. Juste pour continuer un petit complément là-dessus, ce qui était intéressant, c'est qu'au départ, c'était un projet qui était particulièrement focus sur les situations de visite au musée pour donner accès, en effet, à une interprétation des publics avec les différentes expositions actives dans le musée. Il y a 5 floors, 5 étages, je crois, 6, avec le basement. On a 6 étages, avec un étage au-dessus qui est uniquement pour les événements, ce qui nous permet d'avoir de l'income, d'avoir des sous. Le 5e étage, en fait, est loué. On loue cet étage. Il y a un café, un restaurant, et il y a 3 espaces, 3 niveaux d'exposition. Un niveau pour la collection permanente et 2 niveaux pour les expositions temporaires. Tout à fait. Et je pense qu'en effet, c'était donc pour la situation de visite au préalable, et l'arrivée du Covid a complètement rebattu les cartes quelque part, puisque nous avons travaillé ensemble à évoluer l'outil qui était un outil dédié à la visite, aux compagnons de visite, et qui est devenu une plateforme aussi online, et qui était la seule manière, entre guillemets, des manières du public d'interagir avec les expositions. Il y a d'autres outils numériques, bien évidemment, MCA, web. Celui-là, il était dédié à une continuité d'exploration des expositions du MCA. Donc, c'est devenu la plateforme online, mais aussi in situ d'exploration des expositions du MCA. Donc, à un moment donné, en 2019, on était à la recherche un peu d'une plateforme et d'un partenaire technique. On s'est rencontrés, en fait, pour toute l'histoire, hein, c'est un peu intéressant, pour toute l'histoire, on s'est rencontrés à Boston, au Museum on the Web, où moi j'étais pour d'autres raisons, pour un site aborigène qu'on présentait, et puis Livedeo présentait leur plateforme, et on s'est entendu sur une démarche, et avec aussi un choix d'une exposition qu'on voulait faire comme pilote. Donc ce partenariat était important de pouvoir commencer à quelque chose de pas trop compliqué et de pouvoir le grandir dans un espace très pratique. Donc là, c'est les exemples de prix qu'on a eu. Il y a eu un Webby dernièrement, un Good Design en Australie, et puis les 2 prix à droite sont les prix qui sont spécifiques à Livedeo sur leur plateforme. Donc l'exposition qui m'intéressait de travailler avec, c'était une exposition que j'ai trouvée intéressante par son laboratoire, par le fait qu'elle impliquait une complexité dans la démarche d'engagement. Et surtout, le fait qu'elle était dans un espace uniquement. Donc on pouvait vraiment créer comme un laboratoire. Donc c'était une exposition qui était en 2019. Septembre 2019, ouvert en octobre. Et donc, c'est aussi un point important, le musée est gratuit.
Donc c'est aussi un point important pour amener les gens, pour les amener aussi à vraiment réfléchir sur l'art contemporain. Alors cet espace, en fait, c'était toute une collection d'images. Donc là, il y en avait 72 pour ce cas-là. Donc c'est un artiste qui s'appelle Guan Wei, qui est un artiste d'origine chinoise, mais vivant en Australie. C'est toute cette partie des 72 aquarelles était en fait en réponse à Tiananmen. Et derrière chaque œuvre, il y a un poème en chinois. Donc l'idée, c'était de remettre ce poème digitalement accessible. Donc l'idée était de faire image recognition, donc une reconnaissance d'image de chaque individuel et avoir l'image de l'artiste lui-même lisant le poème en mandarin et en anglais, les deux, avec une lecture en écrite. Où j'en suis là. Au-dessus, en fait, c'est une vue de l'installation en cours. Vous voyez à gauche, il y avait les 72, et au fond, en cours d'installation, une énorme fresque, une immense fresque. Donc, comme une fresque avec une narrative qui était intéressante. Et donc, l'idée, de nouveau, de reconnaissance d'image était d'aller chercher les endroits où amener cette narrative. Et à droite, en fait, il y a un écran, et cet écran, on l'a utilisé pour faire un test de l'application Dialogue, c'est-à-dire de nouveau synchronisation d'audio avec la vidéo. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a scanné chaque image de la vidéo. Mais cette vidéo, pour la petite histoire, en fait, est une représentation du dessin qu'on a à droite, là, qui est un immense roll. Et en fait, chaque fois qu'on venait scanner le roll, automatiquement, on avait le son de la vidéo. C'était assez magique comme impression. C'était très expérimental. Je ne vais pas vous dire qu'il y a des milliers de personnes qui l'ont utilisé, parce que c'était un peu nouveau. Mais par contre, toute l'image recognition de la fresque ou de la partie à gauche était populaire. On avait tout fait en mandarin et avec une interface en anglais et en mandarin. Ça, c'est des images. Ça, c'est l'image du processus qu'on avait mis en place. Je me rappelle très bien, ça s'était fait assez rapidement au niveau de son interface. Moi, je m'étais occupé de toute la partie UX UI, et puis on a travaillé très proche avec Livedeo pour la mise en place. Pour toute la petite histoire, on avait tout mis en place, et puis je suis parti d'Australie, je suis revenu en France, et j'ai laissé mon équipe monter le contenu. Ils n'étaient pas très contents. Mais ça s'est bien passé. Donc ça, c'est un guide MCA.art, dont vous avez des éléments comme ça, c'est assez simple. Donc là, c'est une visualisation de l'interface pour téléphone mobile. On a mis toute une... Oh, je suis allé trop vite. C'est bon, il y est. Hop. Ça, c'est une visualisation de la carte et aussi du bâtiment. Vous voyez, donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 niveaux et chaque représentation, chaque œuvre est représentée. Donc, chaque point, on peut cliquer dessus. Elle est sur, ça marche très bien. Ça, on faisait aussi comme le mot MCA.art était assez facile, on avait toute une campagne de communication sur le site ou en social media qui nous permettait de faire une com. Là, je vais montrer maintenant quelques exemples avec des vidéos. Donc, par exemple, là, on a un artiste qui a fait une commission, qui a fait une fresque dans le musée, qui est toujours là, au milieu de Covid. Donc, déjà, pour la petite histoire, MCA.art a été créé avant Covid. Covid est arrivé à un moment donné, mais bon, là, c'est des exemples d'écran avec la partie OSLAN uniquement, donc Sign Language, intégration de Sign Language. Ça marche assez bien, en sachant qu'on a une philosophie au niveau de l'accessibilité où on travaille avec des artistes. On n'a pas de profs, on a des artistes éducateurs qu'on paye, ce qui nous permet... de travailler avec une communauté d'artistes et aussi de les nourrir, et aussi d'avoir un langage et une connaissance du langage de l'art contemporain précisément. Et également des artistes éducateurs OSLAN qui font Sign Language ou aussi audio-description en interne. Donc, ce n'est pas des plein temps, mais ils sont à part-time et on travaille avec eux. Ça, c'est une carte. Ça, c'est une autre visualisation d'une carte, mais de façon desktop.
avec tous des outils derrière en back-end qui sont d'analytique. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez voir ça avec Cyprien et l'idéo, avec énormément d'outils de statistiques et de visualisation de l'utilisateur en temps réel. Ça, c'est un exemple de live quelque part. À gauche, vous avez la visualisation. Il y a du son normalement qui doit venir maintenant. The figure driving the youth is my great-grandfather, Albert Namatjira. Albert Namatjira is a well-known Donc c'était painter. Albert Namatjira, qui est un artiste aborigène, qui a fait toute cette fresque. Et toute la fresque en question, en fait, est scannable, et intégrée Here, dans the le système. self-portrait brings the past and the present together. Pour nous, Instead of c'était standing on un the moment roof with très my important pour des great-grandfather's raisons famous politiques ring track. aussi, parce que c'est toutes les icônes, en gros, de beaucoup d'histoires aborigènes qu'on retrouve ici. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose d'assez important. On était très fiers. En sachant que le musée lui-même est juste sur Circular Quay, qui était l'endroit physiquement où le capitaine Cook est arrivé. Donc il y a toute cette rhétorique qui apparaît entre la colonisation, décolonisation et l'arrivée. Donc on a travaillé avec des archives en fait de la radio locale, moi radio locale, c'est le genre Radio France, qui nous a ramené énormément d'informations. Par exemple, Lionel Rose, il était champion du monde de boxe dans les années 50. Moi, je vais passer. Et aussi, on a une intégration d'un système qui s'appelle Discover, qui est une animation en fait en image haute résolution. Donc ça, c'est une capture qu'on a fait en fait ce matin, directement téléphone. Donc intégration des captions et puis de l'animation. Donc il y a tout un back-end derrière. Ce qui est intéressant, je pense justement là-dessus, c'est l'autonomie. On parle à chaque fois qui est-ce qui crée quoi. Et c'est déterminant aussi d'avoir une forme d'autonomie pour l'équipe digitale et les artistes qui créent les contenus et les animations. Donc cette fresque ici, il s'agit d'un outil et d'un module LiveDeo, donc qui est associé à Guide et qui est dédié pour la construction d'animations synchronisées sur du multipiste audio pour réaliser des animations très haute résolution accompagnées de différentes couches narratives dans différentes langues. Et son objectif, c'est de permettre une diffusion web qui est à peu près 10 fois moins lourde qu'une vidéo. Donc ce qu'on observe ici, ce n'est pas de la vidéo, c'est vraiment une animation très haute résolution. Donc vous pouvez l'afficher sur un écran 4K, vous aurez une résolution 4K, tout en étant sur le web. C'est ça, juste pour donner les quelques aspects techniques, je pense, qui sont assez intéressants là-dessus. Donc l'idée, c'était à chaque fois, sur la même œuvre, avoir des accès un peu différents et avoir des couches en fait narratives identiques, mais de façon différente. Un autre exemple sur lequel on était très fiers, par exemple, donc ça c'est une peinture qui est derrière, qui est d'une artiste qui s'appelle Shirley Purdy, aborigène, qui habite dans une communauté qui s'appelle Warman, qui est au nord-ouest de l'Australie. Ils sont très connus pour l'ocre, pour ses couleurs. Là. Et elle a fait une représentation de plantes. Donc chaque œuvre est une plante. Donc chaque plante a un nom latin, un nom anglais et un nom aborigène. Et aussi, on a réussi, après on avait fait l'acquisition de cette œuvre en fait, pour toute l'histoire, en fait, quand j'ai débuté au musée, c'est-à-dire il y a 7 ans, 6 ans. Et on ne savait pas qu'il y avait toute une documentation de l'œuvre. Et quelques années plus tard, on a découvert qu'il y a en fait, Shirley Purdy elle-même avait fait une description dans sa langue de chaque plante, de chaque œuvre. Donc l'idée, c'était de refaire de nouveau, c'est la même chose qu'on avait fait avec Guan Wei, en fait, quelque part, mais avec Shirley Purdy et avec sa langue. Donc, on a de nouveau une scannability de chaque œuvre et en retrouvant chaque plante. Donc là, on voit un peu la rapidité de la reconnaissance d'image. C'est juste pour une démonstration, en sachant qu'on a le nom latin ou le nom aborigène. Et puis, si on décide d'écouter Shirley, on peut y aller. Ngalal konjal man kaol mael o boy kariyeran ngenjen
Ce qui était intéressant en termes de narration et de construction du parcours narratif, l'œuvre dans l'outil est un point de visite, une station dans le parcours de visite, l'œuvre majeure. Et ensuite, on rentre dans un sous-parcours de visite dans l'œuvre, c'est-à-dire que indépendamment, chaque tableau a sa propre narration. Donc on est sur deux niveaux vraiment de narration. On a un qui sont les œuvres de l'exposition, dont la grande représentation est une œuvre. Et ensuite, on rentre dans un deuxième niveau où chaque tableau va avoir son propre. Donc c'est vraiment une imbrication comme ça de deux niveaux d'interprétation qui était très intéressante d'ailleurs dans le travail. Oui. Et ce qui est intéressant là, c'est aussi la visualisation mobile ou desktop. Comme disait Cyprien avant, il y a eu un moment clé dans toute la démarche, c'était le début de Covid. En fait, on avait ouvert, je crois que c'est en mars 2020, la Biennale de Sydney, qui était une biennale très très importante pour plein de raisons. Et on l'a ouvert et on l'a fermé une semaine plus tard. Et donc ça nous avait fait un choc. Donc la version MCA.art n'était pas complètement faite pour desktop à l'époque. Donc ça nous a donné un coup d'électrochoc et en 3 semaines, en fait, on a transformé la plateforme pour être desktop friendly, en gros. Et là, c'est une version de la plateforme de façon desktop. Par exemple, là, de nouveau, la plante. Ce qui est intéressant au niveau de la démarche d'art contemporain, là, c'est qu'on entend sa voix, on voit la translittération de sa langue et on voit aussi la signification en anglais. Donc, pour nous, au niveau des relations qu'on avait avec le groupe aborigène qu'on a en interne, etc., c'était très important parce qu'on rentre dans un système d'éducation, de pérennité de langue, etc., etc. Ce qui était très intéressant aussi, c'est que un jour, je passais dans le couloir et puis il y a quelqu'un qui s'occupe on a un magasin évidemment, un shop, et quelqu'un qui fabrique des produits. Et je vois qu'elle travaillait sur cette œuvre-là. Et je lui dis, Chantal, qu'est-ce que tu fais elle était en train de travailler sur un jeu. Donc c'est un jeu de mémoire, un puzzle. Moi, c'est pas un puzzle, c'est un jeu de mémoire. Et donc qui est dans le shop en ligne. Et je lui dis, tu sais que chaque œuvre en fait est scannable. Donc on a intégré en fait dans le jeu par QR code tout MCA.art où les gens peuvent aussi scanner chaque petit bout et avoir aussi la voix de l'artiste directement dans la langue avec toute la signification. Donc c'est de la création de produits aussi pour le shop en rapport avec l'œuvre. Là, c'est un autre exemple complètement différent. C'est une œuvre qui était dans la dernière biennale. Donc, c'est une artiste belge, en fait, Eva Lost. Et donc là, c'est un exemple de synchronisation audio. Donc, au début, avant de rentrer dans la salle où l'œuvre est projetée, on scanne un QR code et on a accès automatiquement à l'audio d'interprétation de l'œuvre. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Et l'idée, c'était, de ne pas faire d'interruption en fait, dans la lecture de l'œuvre dans l'espace. Donc l'artiste était content. Donc il y a une intégrité complète au niveau de l'œuvre comme elle est projetée, mais avoir un niveau d'audio-description qui permette un accès visuel de l'œuvre. Donc par exemple, quelqu'un qui est aveugle et qui vient avec quelqu'un d'autre peut avoir quelque part la même approche. Donc c'est un petit peu long, mais je vous demande d'être juste un petit peu patient et ça va venir. L'audio en question, c'est un audio inclusif. C'est véritablement ça. C'est-à-dire qu'il combine à la fois de l'audio-description de l'image. Donc là, c'est un peu visualisation de l'espace. Et à gauche, c'est l'interface que j'ai mis, qui est synchronisée en fait, avec l'œuvre qui est à droite. Montez un petit peu le son. A meadow, trees, and low-lying roofs at the horizon's edge. Donc il fallait mixer deux voix qui permettent, une description, deux, reprendre en fait l'œuvre descriptive avec le caption qui était mis par l'artiste. If I lower my eyes, I see the remnants of all my horizons. Parce qu'en plus la voix qui était dans le film était c'était pas en anglais, donc il y avait une complexité. Treetops are swaying.
The younger sister is watching the field warp under the Je pense que window ce qui est pane. important, surtout pendant qu'on discute, on rajoute une troisième voix en français, comme ça on brouille un peu les trucs. C'est l'accès directement depuis la plateforme MCA.art, c'est-à-dire ce n'est pas un outil différent, c'est une interprétation qui est disponible dans MCA.art. Donc la diffusion vidéo est part intégrante du parcours de visite. Donc il n'y a plus de dissociation, il y a toute une forme d'interprétation qui va avec. Et c'était la clé pour nous pour pouvoir travailler avec les conservateurs et les artistes pour qu'ils puissent vraiment dire il n'y a pas de transformation de mon œuvre, mais c'est juste un niveau d'interprétation. Donc l'étape suivante est peut-être une voix pour les enfants, etc., etc. Je vais passer sur autre chose. Là, ça va être un exemple d'une campagne qu'on a fait au milieu de Covid. Bon, on ne savait pas qu'on était au milieu. Hein. C'était en mai 2021. On avait décidé, du moins marketing était venu me voir et il voulait faire une campagne qui s'appelle You're Feeling Welcome, qui était vraiment inviter le public à répondre à des œuvres. À répondre à des œuvres par des emojis qui allait être conçu pour l'exposition, et aussi avec tout un système de textes et d'informations qui pouvaient être mis par... Donc là, c'est juste un graphe rapide de la période Covid, en fait, avec les deux périodes où on a été complètement fermé, et puis la période où on a été ouvert, parce qu'on a eu une grande période où on était ouvert, en fait, mais on n'avait plus de touristes. Donc on a une visitation qui a chuté complètement. On passait de 176 000 par mois à plus rien, et puis ça a augmenté un peu. Bon, j'ai pas mis les datas après, mais bon, c'est en train de revenir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec la campagne You're Feeling Welcome en mois de mai, on voit qu'on a eu un accès aux œuvres, un engagement avec les œuvres qui a complètement explosé. Et puis, en même temps, notre transformation en desktop friendly, avec l'exposition qu'on venait d'ouvrir, a aussi augmenté la visite sur les œuvres. Et toutes ces visites-là, en fait, étaient desktop. Elles n'étaient pas mobiles, puisque ce n'était pas dans l'espace, c'était en ligne, puisqu'on était fermé. Donc c'est juste un graphe comme ça, on pourrait revenir dessus si vous êtes intéressé. Ça, c'est quelques écrans en fait de tout le protocole de UX avec une liste d'œuvres. Donc c'était dans la collection permanente. On a des cartels qui apparaissent dans l'interface qui demandent de partager vos feelings avec certaines œuvres. Il a fallu qu'on fasse toute une démarche avec toutes les œuvres contemporaines, avec chaque artiste. Chaque artiste a donné l'autorisation pour faire ça. Donc il y a certains artistes, on n'est pas allé les voir du tout parce qu'on savait qu'ils allaient refuser. Donc il y avait tout un système derrière au niveau du back-end de sélection. Ça, c'est le choix un peu, je ne sais pas s'ils sont à jour, mais d'emojis qu'on a créés. On a été obligé de créer certains emojis en rapport avec les tendances qu'il y avait à l'époque, et aussi 2 emojis qui étaient spécifiquement aborigènes, avec une consultation avec une communauté aborigène qui nous a en fait conseillé quel emoji. C'était... Mais ils ne sont pas là. Je reviendrai dessus. Et là, c'est un écran où on peut... De commentaires. Voilà, de commentaires. Ça, c'est la liste des emojis. Je ne sais pas s'ils sont à jour. Ouais. Il y avait toute une campagne. Ce qui était très intéressant, c'était toute la campagne et aussi l'intensive qu'il y avait derrière. On pouvait gagner un iPhone à la fin de la compétition. Donc, vous pensez bien que tout ça, c'était important au niveau de sa campagne marketing. Il fallait, chaque œuvre qui était dans la campagne avait un QR code. Et puis, il y avait une campagne avec des t-shirts. Tous les hosts avaient un t-shirt. On avait une visualisation en fait de la data donc dans l'espace, donc c'est la collection permanente, en sachant que certaines œuvres étaient beaucoup plus actives que d'autres au niveau de l'activité. Évidemment, la première, qui est en fait l'immense, vous allez revoir plus tard, l'immense toile jaune. Tout ça a été intégré au niveau de la data, au niveau de notre CMS, qui est en fait un CMS du site du MCA, mca.com.au, c'est Django Wagtail, et donc tout ça a été intégré au niveau de son interface, ce qui permettait une modération assez facile des éditeurs qui ont accès au site. Donc ça, c'est un type. Et on recevait beaucoup de commentaires. On a été assez surpris. Et des gens qui passaient du temps sur des œuvres.
Aussi une intégration dans tout le digital signage, c'est-à-dire on avait un flux live de l'information, de ce que les commentaires des gens arrivaient, et aussi lié avec les œuvres, avec une animation qui apparaissait. Ça marchait assez bien, ça permettait de faire tout en interne, en fait, une campagne dynamique. Et avec toute une campagne dans Ciné lui-même, à Ciné, et oui, c'est JC Deco qui fait toute la partie signage, et puis avec des écrans, deux exemples d'écrans simples, en fait, au niveau des commentaires. Tout ça demandait une modération, évidemment. La partie commentaire, c'était modération. Les emojis, justement, c'était intéressant parce qu'il n'y avait pas besoin de modération. Donc, ils étaient explorables et exploitables en temps réel sur des affichages dynamiques dans le musée, mais aussi en web. Ça veut dire qu'on avait un feedback temps réel de toutes les interactions que les publics faisaient, quel que soit le contexte, en ligne ou dans la ville, car chaque affiche qui était JC Deco avait donc un QR code qui permettait d'être en onboarding. Ça veut dire vous rentriez déjà, vous arrivez sur une landing page de MCA.art qui était dédiée justement à l'avant-visite et on commençait à mesurer l'impact justement des personnes, donc avec le data, et la transformation qu'il allait y avoir en mode visite ensuite des expositions, qu'elles soient en ligne ou qu'elles soient au musée. Donc il y avait toute une démarche dans le avant, pendant et après, extraordinairement intéressant justement du point de vue de la cohabitation d'un service marketing, d'une agence de marketing, pour pas les nommer, c'est Ogilvy, qui est une agence internationale très reconnue. Qui est venue avec l'idée, oui. Voilà, qui est venue avec l'idée. Nous avions travaillé avant la mise en place de toute cette démarche. On avait dans la plateforme Guide déjà une démarche qui était un proof of concept, un MVP de toute une démarche justement de collaboration et de rendu temps réel des usages. Et ça a été le point de départ de notre discussion avec Jean-Pierre dans le cadre du partenariat. Et donc ensuite, il y a eu tout un travail UX, UI, la création des emojis, tout ce que Jean-Pierre a présenté. Au jour J, la plateforme est toujours en évolution. On est toujours en train de repenser à d'autres campagnes, d'autres activations. On a 2 expositions qui arrivent en juillet, là, où on va avoir une intégration augmented reality avec des œuvres bien précises, intégrées dans la web app. On a essayé de faire des intégrations avec des parcours pour les enfants ou des jeux pour les enfants, etc. On n'avait pas le public pour ça. Il faut bien dire qu'il y avait Covid au milieu de tout ça. Mais c'est des choses qu'on est en train de repenser. Et ce qui permet... En fait, le partenariat nous a vraiment permis d'explorer des choses, d'explorer des territoires avec des groupes internes d'accessibilité, de learning, etc. etc. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Maintenant, je vais faire une petite complétion en 1 minute. Moi, ce qui m'intéresserait également de mettre en lumière, c'est la démarche dans laquelle nous avons travaillé. Donc, au départ, c'était vraiment dans une relation qui était plutôt discutons, faisons un proof of concept. Ensuite, on a eu une relation plutôt de fournisseur et elle est devenue une relation de partenaire. Aujourd'hui, Livedeo est partenaire de MCA.art et en même temps fournisseur de MCA.art. Quand on parle de partenariat, c'est partenariat technologique avec une valeur financière qui est très importante pour nous, Livedeo. Sans les nommer, on est sur quelques dizaines de milliers d'euros à l'année en valeur technologique que l'on apporte dans le cadre du partenariat. Ça veut dire qu'en retour, nous avons justement un cadre dans lequel nous pouvons expérimenter des nouvelles solutions qui sont bénéfiques à la fois pour le MCA et à la fois dans la démarche de recherche et développement que Livedeo, dans laquelle nous nous inscrivons. Et nous poursuivons véritablement pour mettre un petit peu le focus aussi sur nos actions dans une telle démarche justement autour de l'inclusion des publics. Un dernier produit sur lequel que je vais mettre en lumière dans les 10 secondes s'appelle Feel the Art et c'est un produit sur lequel nous avons travaillé justement qui donne accès aux collections de 4000 musées à travers le monde, 1,5 million d'œuvres d'art et la réalité augmentée est une clé justement pour l'exploration des expositions des établissements culturels partout dans le monde. Je vous inviterai à jeter un petit coup d'œil sur les réseaux sociaux LinkedIn et sur notre stand, bien sûr, nous pourrons faire une démo de ce que c'est Feel the Art. On parle de 10 langues, couches narratives en 10 langues pour 1,5 million d'œuvres d'art à travers le monde et une exploration à travers la réalité augmentée. Merci Jean-Pierre en attendant et surtout, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Yeah. Yes, you can. Yeah. Hello. Well, first, congratulations for the project. All the artists that you work with are alive artists. Yes. Okay. No, because if you have to add this extra material, no. Absolutely.
on top of the physical one. Okay, so this is the first question, and then is there like what's the feedback of the artists on having to create an extra content, like digital content, and is it this like compensated in some way, you know, Yes. because you ask for the piece, but also you ask for all the extra content, audio. Alors, il y a... so you want in English or in French? I don't care. You don't care. Bon, on va faire en français alors. En fait, chaque œuvre a certains niveaux d'engagement ou de couches qu'on peut rajouter. Ça va de la visualisation 360 de l'espace, ça c'en est une, de l'audio pur, du texte, de l'accessibilité, des vidéos, évidemment. Donc la démarche, c'est souvent d'aller voir l'artiste et voir si on peut faire un documentaire, parce qu'on a une équipe en interne de production vidéo, de faire un documentaire sur l'artiste. Donc en général, c'est des portraits assez courts de 2-3 minutes dans le studio. Donc c'est un peu le visite studio de l'artiste. Ça peut être un interview, ça peut être aussi le curateur qui va parler de l'œuvre, et tout ça est mis dans le stop, si je puis dire, de l'œuvre. Au niveau des rémunérations, oui, on a un processus avec les artistes où, si on leur demande de faire un interview, on les paye. Donc il y a un artist fee qui est fait spécifiquement pour ça. Ce n'est pas des sommes gigantesques, mais en tout cas, ils sont payés pour leur travail. And the feedback of like Ils adorent. They are like engaging with this. Absolument. J'ai même des artistes qui sont venus quand ils ont vu toute la partie qu'on avait fait Auslan, Sign Language, ils étaient éblouis. Parce que tout d'un coup, ils ont compris que leur œuvre pouvait avoir une autre dimension à un public, à un public qui ne vient pas, parce qu'on leur propose rien, quoi. Et ils voulaient à chaque fois la voir. En sachant que ce type d'interprétation est une traduction en fait de contenu existant. Donc c'est pas souvent des documentaires, c'est souvent un texte qui existe, c'est souvent une voix d'un conservateur, ça dépend. Mais ils sont tous en général bienveillants et actifs. Et alors il y a des artistes qui vont pas parler, mais on trouve une autre méthodologie. Oui. Mais pour revenir sur le contenu, la clé de toute la plateforme, c'est le contenu aussi. C'est très important d'avoir un système avec du contenu qui soit riche. Bonjour, merci. Je rebondis sur la question précédente. Je me demandais comment vous gérez les droits des images, des œuvres. Je ne sais pas du tout comment ça se passe en Australie, si c'est comme en France. Est-ce que vous avez une enveloppe budgétaire ? J'imagine que c'est comme en France, mais c'est vrai que chaque image et chaque œuvre a son propre contrat et ses propres œuvres. Donc c'est pour ça qu'on n'a aucune œuvre en droit de libre. Chaque image qui est sur le site internet ou chaque image qui est sur l'application a un droit, un contrat derrière. Alors certains artistes libèrent ce droit, mais il y a un contrat derrière et qui disent ben voilà, vous pouvez y aller gratuitement dans ce cadre-là. Ou autrement, il y a des organismes, et un organisme spécifiquement qui s'appelle Copyright Agency, anciennement Viscopy, qui gère tous les droits de l'image. Donc c'est par image. Ouais. D'accord. Mais chaque artiste, le MCA est dans la politique d'avoir un système de confiance avec les artistes. Donc chaque fois qu'on transforme un texte sur un artiste, on lui demande son retour. Donc c'est assez lourd, c'est même très lourd, mais par contre ça a créé une confiance avec tous les artistes, quoi, en gros. Oui, je me posais cette question parce que ça doit être un travail énorme de trouver cette idée-là, de générer les contenus, de s'assurer des droits. Donc, félicitations, c'est très intéressant et ça a l'air très, très réussi. D'autres questions ? Non ? Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, merci pour votre présence, pour ces questions très intéressantes. J'espère que cette overview de la plateforme a été instructive et
Nous serons ravis évidemment de répondre à vos questions. Nous sommes sur le stand B30, donc si vous souhaitez avoir quelques éléments de précision supplémentaires de la part de Jean-Pierre, de la part de nous-mêmes, l'équipe Livedéo, Loïc, Agathe et moi-même, nous serons vraiment ravis d'échanger avec vous sur ce sujet. Et merci encore une fois Jean-Pierre pour ta présence. Donc, la transition, on a essayé d'amener un petit peu de French touch en Australie, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.